Ce matin, c'est des événements un peu particuliers qu'on aime faire. C'est ce qu'on appelle les salons du Carrefour immobilier. Donc, imaginez que vous êtes dans notre salon, qu'on est tous dans un salon et qu'on discute autour de l'immobilier. C'est ce qui va se passer ce matin. Bon, aujourd'hui, on peut plus se rejoindre autour d'un salon et d'un beau café ou d'un bon thé, dépendant vos préférences. Mais on va faire ça en mode virtuel. Donc, bienvenue au salon virtuel du Carrefour immobilier. Donc, ce matin, pardon, on n'est pas le soir, hein, on va parler un peu de location achat. Jacques, qui est un grand spécialiste du domaine, va nous éduquer un petit peu là-dessus. Et puis, donc, il n'y aura pas de présentation particulière, c'est plus un échange, une discussion. Donc voilà. Jacques, je vais te donner la parole. Tu as peut-être quelques informations que tu veux partager? Bien sûr, on n'a pas une formation prête et préparée aujourd'hui. On est plus dans un mode de discussion. Alors aujourd'hui, on va parler de location-achat, des questions que vous pourriez avoir. Et puis, on pourra aussi voir à la fin comment vous pouvez vous monter un parc immobilier, puis financer votre parc immobilier. Donc, Raphaël, tu vas t'occuper des entrées, s'il te plaît, Oui, parce que là, absolument. ça sonne dans mes oreilles. Euh, alors, j'apprécie quand vous êtes tous là à l'heure. Donc, les invités aujourd'hui, c'est ceux qui font partie du Club des prospecteurs et nos clients qui sont des membres qui font soit le masterclass en prospection immobilière avec nous ou encore qui sont rendus à l'autre niveau, qui sont devenus des affiliés, à qui on va donner du support pour que vous puissiez faire des transactions immobilières. Alors, maintenant, on va parler de location avec option d'achat. Moi, j'ai commencé ça en 2008. Imaginez-vous. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de calculer ça fait combien d'années? Ça fait Une pas mal dizaine d'années. d'années. Alors, j'ai vu beaucoup de choses. J'en ai pratiqué beaucoup. J'en ai fait beaucoup de transactions. Alors, j'en ai vu des vertes et des pas mûres au tribunal et tout. Alors, on va être capable de discuter de toutes sortes de sujets, déjà de où on les trouve, les clients, comment on les qualifie, comment on fait la tarification. On va parler de tous les sujets que vous voulez. J'ai pas mal assez d'expérience pour répondre à peu près à toutes les questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ben, il y a Carole qui est là aussi. Bonjour Carole, je t'invite peut-être à mettre ton micro. Alors, Carole, c'est une partenaire avec qui je fais de location-achat depuis de multiples années. Alors, Carole aussi, elle maîtrise très bien la chose. Alors, peut-être que des fois, je lui donnerai la parole pour répondre aussi. Alors, bienvenue, Carole. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors, avec Carole, on fait plusieurs transactions par année. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience? Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait la location-achat? Si vous pouvez peut-être lever la main si vous en avez déjà fait. Parfait. Il y a Mélanie. Il y a juste Mélanie? Puis il y a Carole peut-être? OK. Oui, oui, c'est sûr. Hein? Wolf, toi, tu n'en as pas encore fait ou tu n'en as jamais fait? Non, hein? Jamais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi des formations sur la location avec option d'achat? Hein? OK, là, il y a déjà plus de mains. Félicitations. Alors, j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, je vais commencer par prendre la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une belle question à poser là? Vous Un voulez peu, qu'on je vais t'en préparer. Attends une va minute. préparer? Moi, je pourrais, Jacques, en poser une juste pour le bénéfice de tout le monde. Comment tu peux expliquer rapidement une location-achat? À quoi ça consiste exactement? Ben, c'est parce qu'il y en a 5 types de location avec option d'achat. Alors, on peut peut-être commencer par la forme la plus pure, là, celle que la location avec option d'achat. Je vais vous donner une image. Supposons que vous voulez acheter une auto en location. Alors, ce que vous faites quand vous achetez la voiture en location, vous mettez un dépôt. C'est votre montant d'option. Ça va être votre dépôt. Ensuite, vous avez un loyer à payer pour la voiture. Puis de ce loyer-là, il y a une partie, je ne sais pas, si vous pouvez éteindre votre micro quand vous ne parlez pas, j'apprécierais vraiment beaucoup. Alors, quand vous louez la voiture, vous avez dans votre paiement, vous avez une partie qui sert à rembourser la voiture. Et puis, dans votre contrat, vous avez un montant dégressif. Puis, un jour, quand vous arrivez à la fin du contrat, vous pouvez soit acheter la voiture au prix du contrat qui est prévu. C'est ça, une location avec option d'achat. On connaît beaucoup ça dans le domaine de la voiture. On connaît ça aussi dans le domaine industriel, dans la location d'immeubles commerciaux. Mais la location avec option d'achat, ça se fait aussi au niveau résidentiel. Alors, ça permet
un client d'acheter une propriété, non, pas dire, de louer une propriété en vue de l'acheter dans le futur. Alors, on fixe le prix dans le futur, on détermine les modalités, et puis le client, ben, il paye son loyer jusqu'à ce qu'il puisse racheter la propriété, refaire son crédit, puis obtenir toutes les qualifications qu'il faut pour aller à la banque. Ça, c'est un type de location-achat. Ça, c'est la location-achat standard. Puis l'autre que je pratique beaucoup avec Carole, c'est ce que moi, j'ai nommé l'achat-rachat. Alors, ça consiste en fait à racheter la propriété d'un propriétaire qui est déjà occupant de sa maison, de lui racheter la propriété et puis après ça, de lui louer en vue de lui revendre plus tard. Ça, c'est pas mal les deux formes qui existent. Voilà. Est-ce que ça répond à Une votre question? sur ça, genre, toi, quand tu fais ça, c'est dans le but que le propriétaire a de la misère financièrement, que tu le rajettes puis que lui, il te repaye le paiement. Pourquoi qu'il ferait ça, le propriétaire? Je ne comprends pas. La plupart des Canadiens, c'est Jean-Guy, hein, c'est ça? Je ne vois pas bien tout ça. Oui, c'est Jean-Guy qui parle. Oui, Jean-Guy. Je dirais que la plupart des Canadiens qui habitent dans une maison, je dirais que ça ne leur tente pas d'aller habiter en logement. Ça, c'est le premier des critères. Alors, ce qu'ils veulent, les propriétaires, c'est qu'au lieu de perdre la maison, puis de la vendre, puis de se ramasser dans un logement, puis d'arriver au party de Noël, puis d'expliquer j'ai perdu ma maison, puis j'habite plus dans une maison. Ce qu'ils veulent, c'est de conserver l'habitation dans la maison. Alors, ce qu'on fait, nous, à quelque part, c'est comme si on était prête-nom. Hein? C'est comme si on allait à la banque, puis on prêtait notre nom pour faire le financement. Puis après ça, on a des modalités de location avec notre locataire. Moi, c'est sûr que je ne vais pas faire ça avec tout le monde puis n'importe qui. Là. Je vais faire ça avec des gens que je sais que je suis capable de redresser le crédit dans les prochaines années. Alors, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Carole. Carole qui est une spécialiste en crédit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler de concert, puis on va établir avec le client la façon dont il peut redresser son crédit puis être bancable dans les prochaines années. Alors, je dirais que quelqu'un qui est capable de faire ça assez rapidement à la location achat, ce n'est pas le chemin qu'on va prendre. On va plus aller dans le prêt privé parce que moi, c'est mon core business, c'est principalement le prêt privé. En second lieu, c'est la location achat. Donc, on va utiliser la location achat quand on va voir que le client, dans la première année, n'est pas capable de redresser le crédit puis d'être bancable. Donc là, on va prendre plus une solution comme ça qui va lui coûter moins cher puis qui va lui permettre de rester à la maison. Alors, les clients types, souvent, ce sont des familles, hein, que les familles, ils ont des enfants qui vont à l'école. Alors, on offre une solution, en fait, pour qu'ils restent chez eux, puis qu'ils soient capables de maintenir le rythme de vie qu'ils ont, puis après ça, de racheter la propriété. Parce qu'il arrive plein de situations dans lesquelles on peut avoir des problèmes. Ce n'est pas parce que les gens ne payent pas ou qu'ils ont un problème de paiement que c'est des mauvaises personnes. C'est juste des fois des contextuels, maladies, perte d'emploi ou séparation. C'est des situations comme ça qui vont faire une faillite. On a une entreprise, on fait une faillite. C'est pas tout le temps parce qu'on ne veut pas payer, c'est parce qu'on a des choses dans notre vie qui nous arrivent qui nous permettent plus d'aller à la banque normalement. Est-ce que ça répond à ta question ou tu voudrais un complément de question, Jean-Guy? Non, c'est parfait pour moi, merci. Parfait. Jacques, les critères de qualification pour par exemple, tu es face à un client, comment tu peux savoir que c'est un candidat? Mis à part, si on met de côté le prêt privé, là, comment on peut qualifier un client qui est un candidat pour un location-rachat ou un rachat-rachat? Ça va être quoi mes critères? C'est ça que tu veux savoir grosso modo, là, sans aller dans le détail. Là. Mes critères, ça me prend un client qui habite sa maison depuis un certain nombre d'années pour qu'il ait de l'équité sur la maison. Ça me prend un client que je vais avoir, peut-être qu'il va avoir au moins 20, 25, 30 % de la maison qui est déjà payée. En tout cas, donc, je veux me ramasser avec une maison que j'ai le moins de dettes possible dessus. Et puis, je vais m'assurer aussi qu'il y a les revenus pour payer cette maison-là. Ça, c'est la base, là. OK. Donc, client, il y a les revenus pour payer le loyer. Et ça me prend aussi un crédit qui est redressable. Alors, je vais regarder beaucoup, beaucoup le crédit, voir comment on peut redresser le crédit pour qu'il soit bancable dans 1 an, 2 ans, 3 ans.
Et je vais regarder aussi beaucoup le bureau de crédit, voir les antécédents, voir si c'est quelqu'un c'est un délinquant. Là. Quand je dis c'est un délinquant, c'est quelqu'un qui ne paye pas ses affaires puis que c'est comme un modus operandi. Ça, je ne prends pas ce genre de client-là. Et aussi, je vais aller voir dans le registre foncier, voir si c'est quoi les antécédents sur la maison, quel comportement qu'il a, est-ce qu'il paye ses taxes, est-ce que c'est un habitué d'avoir des préavis d'exercice et tout, là. Donc, moi, je ne veux pas quelqu'un que c'est récurrent et que ça arrive souvent. Je veux quelqu'un qui c'est accidentel, que c'est explicable et qu'on peut aller à la banque par la suite. Fait que souvent, je vais regarder le revenu, je vais regarder le crédit, je vais regarder c'est quoi l'équité que j'ai sur la maison. Puis, ça me prend aussi la dernière, ma propriété. Bien, la propriété, il faut qu'elle soit en bon état, là. Parce que la propriété, c'est ma garantie. Ça, c'est mon plan B, si on peut dire. Que dans mon plan B, je me dis que si jamais il y a un défaut, les gens ne sont pas capables de redresser le crédit, ne sont pas capables de payer ou il arrive encore quelque chose qui n'était pas prévu, ben, ce qui va me rester, moi, c'est la maison. Est-ce que je vais être capable de revendre cette maison-là puis de faire le profit que j'avais anticipé depuis le départ? Marco, est-ce que ça répond à ta question? Ben oui, mais en fait, je pense que ça coupe le achat-rachat, mais quelqu'un, un exemple, qui voudrait acheter une maison, Oui. location-achat, mais qui n'a pas nécessairement, par exemple, il ne rencontre pas toutes les exigences de la banque, puis est-ce que c'est les mêmes critères? Est-ce qu'il y a un minimum disons, de mise de fonds qui est nécessaire? Ben, c'est sûr que s'il n'y a pas de mise de fonds du tout, ça ne va pas du tout, là. Mais il y a des gens qui demandent 5 de mise de fonds, là. Je sais qu'il y a des gens qui demandent ça, là. Mais moi, je demande beaucoup plus que ça, là. Je demande au moins 10 là. Je veux au moins que les gens ils s'engagent, qu'il y a de l'argent sur la table, là, que ça vaille la peine. Je l'ai déjà fait une fois avec une mise de fonds de 5 puis 3-4 mois après, mon locataire que j'avais acheté une maison neuve, il me dit ouais, finalement, je n'aime pas le quartier, je n'aime pas la maison. Il est venu me déposer mes clés à mon bureau, puis il s'est en allé. Alors moi, je me suis ramassé avec une maison, elle avait juste 5 de mise de fonds, parce que je n'avais pas bien de jeu, là. Je n'ai pas perdu, mais je veux dire, ça a été rock'n'roll un petit peu, cette transaction-là. Oui, c'est bien beau d'aider des gens à habiter dans une maison, mais assurez-vous qu'ils ne vont pas vous entraîner avec vous dans leur déboire, là. Très, très, très important, là. Tant qu'à faire la transaction, autant que ce soit le plus sécuritaire possible. Est-ce que tu as une autre question complémentaire? Troisième question, Marco? Ah, ça va. Ça Merci. va aller? C'est parfait. Est-ce qu'on a une... Moi, j'en ai une question, Jacques. Parfait. Admettons qu'on a un client, qu'on le sait que le crédit, ça va prendre plus qu'une année. Mettons un 18 mois, mettons. On va mettre ça à 18 mois. Qu'est-ce qui fait que tu choisirais entre la location avec option d'achat, la location achat ou le prêt privé? Ben, le prêt privé, là, si j'ai des taux à 12-15 ça se peut que les paiements, que les clients ne soient pas capables de les faire, là. Donc, la location achat, ça va permettre d'avoir un plus petit paiement, souvent la moitié de ça. Puis, j'essaie de mesurer aussi en payant des dettes, s'il y a assez d'argent pour payer des dettes, est-ce qu'on va être capable d'arriver avec un paiement beaucoup diminué? Que si je diminue beaucoup le paiement, ça me permet de faire ma consolidation de dette, puis ça permet de rétablir le crédit, puis après ça, au client de racheter. Quand ma durée dépasse 12 mois, bien là, ça devient comme un calcul mathématique, ça devient souvent moins dangereux pour le client. Même avec d'être en les défaut 2 de taxes de paiement. bienvenue à payer et tout, des fois, c'est plus avantageux. Ah oui, c'est souvent... quand ça dépasse une année, là, c'est vraiment plus avantageux. OK. Parce que d'aller avec un prêteur privé puis d'arriver à la fin du contrat, là, ça peut se finir en catastrophe, là. OK. Tandis que là, on a 2 ans, 3 ans pour le faire. Puis j'ai déjà fait des contrats jusqu'à 5 ans aussi. J'en ai un contrat d'ailleurs qui se termine, là, qui va faire 4 ans, puis il va se terminer cet automne. Là, que ça va faire 4 ans. Puis là, mon contrat va être échu à quelque part, là. OK. Je vais avoir acheté une maison à 65 de sa valeur marchande il y a 4 ans. Puis je ne sais pas comment ça vaut aujourd'hui, mais là, je pense que le client, il va falloir qu'il prenne une décision, là. OK. Il y avait Lourdes, que je crois qu'il avait levé sa main tout à l'heure. Oui, elle est encore levée. Alors, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Ben,
J'ai une petite doute pour voir, c'est quoi que ça veut dire exactement la location achat et la achat-rachat? Parce que j'ai compris que achat-rachat, c'est quelqu'un qui est déjà dans la maison Oui. et on va acheter sa maison, blablabla. Mais pour la location, c'est seulement quand on va faire les prêts pour la mise de fonds ou dans quelle situation c'est la location achat? Pour faire une location, il faut que toi, tu sois le propriétaire, non? Oui, bien pour faire une location, c'est soit que tu vas acheter une nouvelle maison, puis que tu vas louer après ça à ton client, ou soit que ce soit déjà ta propriété, puis que tu la loues déjà à un locataire en lui promettant de revendre la maison plus tard, là. OK. OK, c'est ça, c'était ça ma question. Moi, j'étais déjà petit garçon, puis j'avais déjà un oncle à la maison. J'avais déjà un oncle qui faisait ça. Lui, il achetait les propriétés de la Caisse populaire, là, les propriétés qui étaient en reprise, puis il les louait après ça à des gens qui lui donnaient un dépôt, puis qui louaient la maison avec la promesse de racheter plus tard. Ça me vient, moi, depuis que je suis tout petit, cette idée-là, là. Et puis quand j'ai eu la chance de la mettre en application en 2008, c'est ce que j'ai fait. On a fait avec moi et ma conjointe, on a fait une année de recherche et développement juste pour trouver comment ça se faisait à l'étranger. On a vu comment ça se faisait en Angleterre, en France, dans l'Ouest canadien, puis aux États-Unis. Puis on a pris ces idées-là, puis on en a refait, on a rebrassé ça pour faire un spaghetti canadien, si on peut dire, ou québécois, là. C'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit de faire ça en 2008, parce qu'en 2008, j'avais jamais vu ça nulle part ici au Québec. J'avais vu un petit peu dans l'Ouest canadien qui s'en faisait, mais ça se pratique beaucoup ailleurs aux États-Unis ou encore en Europe. C'est beaucoup, beaucoup pratiqué cette façon de travailler. Mais là, ici, depuis que j'enseigne ça, maintenant, il y a vraiment beaucoup de personnes qui font ça, là. Et moi, j'ai commencé à faire de l'enseignement là-dessus à partir de 2012. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font, là. Vous avez peut-être suivi des formations ailleurs que chez moi, mais initialement, c'est parti de chez nous, là. Et Jacques, moi j'aurais une question aussi pour le bénéfice de tous, mais qu'est-ce qui se passe dans les yeux de l'investisseur, c'est-à-dire, admettons, toi ou une personne qui est ici dans la salle ce matin, qui veut faire des locations achats, qu'est-ce qui gagne à faire une location achat ou qu'est-ce qui gagne à faire un achat-rachat avec son client? Ah, ben oui, qu'est-ce qu'on gagne? Carole, as-tu une idée de qu'est-ce qu'on gagne? Mon Dieu, pour les investisseurs, c'est le prêt privé, c'est payant. La location achat, je trouve ça aussi très, très, très payant. Puis je pense que c'est diversifier aussi je pense qu'en tant qu'investisseur, là, ça serait de diversifier son portefeuille. Alors, d'être capable de faire du prêt privé, être capable de faire de la location avec option d'achat. Ce qui est intéressant aussi à la banque, c'est que le revenu locatif, il est tenu en ligne de compte. Alors, c'est le cash flow à tous les mois. Ah ouais, alors tu viens de nommer la chose la plus importante. Je pense que c'est ça que voulait entendre Raphaël. C'est le cash flow, hein? Cash flow. Ouais. Alors, ça génère un cash flow à chaque mois, assez conséquent. À peu près combien, Carole, par mois, là? Mon Dieu, j'ai rien vu, moi. Dans ton école à toi, Jacques, là, j'ai rien vu en bas de 300-400 par mois, là. Rien, 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 jamais, jamais. Normalement, c'est supérieur à 150 $ par tranche de 100 000. Donc, une maison de 300 000, ça va faire un cash flow minimum de 450 $ par mois. Oui. On a vu d'autres cas. Je pense qu'il y a Mélanie et Marc qui en ont un actuellement. Là, ça doit donner plus de 800 $ par mois de cash flow. Vous imaginez que si vous cherchez la liberté financière, ben, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre parc. Oui. Je comprends que si vous avez une stratégie d'investissement en locatif, en multilogement, je pense que c'est une très, très bonne stratégie. C'est juste que c'est très long à commencer à générer du cash flow. Tandis que cette méthode-là, ben, vous permet de générer beaucoup de cash flow, d'atteindre la liberté financière rapidement. Et puis, en plus de générer du cash flow, ce qui est intéressant de la location achat, c'est que comme on achète la propriété à rabais, puis avec les stratégies on a mises en place, ben, vous êtes capable de racheter la propriété sans mise de fonds. Donc, ça vous permet, même si vous êtes un investisseur, vous avez un bon crédit et un bon revenu, ben, ça vous permet déjà de générer du cash flow, puis d'acheter une propriété sans avoir de mise de fonds. Puis après ça, ben, ça vous donne, quand vous faites votre bilan, après ça, vous allez pour le deuxième puis le troisième achat, ben, vous êtes déjà capable de montrer un bilan qui sent mieux, hein, on va le dire en bon français, là, qui devient de mieux en mieux présent, qui devient de plus en plus costaud à la banque, là.
Que quand vous en avez 1, 2, 3, 4 ou 5 propriétés, puis je pense qu'on peut aller à 6 ou 7, dépendant de vos revenus, assez facilement. Donc, c'est 7 propriétés qui génèrent 400 pièces par mois chacune. Ça vous fait quand même entre 2 000 et 3 000 2 500 à 3 000 de revenus nets de cash flow par mois, ce qui s'approche beaucoup, beaucoup, beaucoup de la liberté financière. Je pense que la majorité des gens, je ne sais pas quel salaire vous avez, mais 3 000 nets par mois, là, c'est quand même considérable. Ça représente une paye de presque 55 000 ou 60 000 par année. Jack, excusez-moi, et j'avais une question par rapport à ça. Quand tu parles de cash flow net, on doit prendre compte aussi de l'hypothèque qu'on doit payer pour la maison qu'on vient d'acheter. Exact. Quand tu dis net, c'est 1 à 20 le montant de l'hypothèque? Non, oui, tout à fait. C'est du cash flow, c'est de l'argent qui te reste dans tes mains chaque mois. Là. Juste pour En faire du plus, quand ménage tu fais ton paiement hypothécaire, tu as en plus remboursement en capital. Éventuellement, tu vas aussi récupérer ce montant-là. Jacques, si on peut juste clarifier par rapport à la question de Miguel, mais Oui. pour répondre à la question, Miguel, la question qu'il voulait poser, je pense, c'est est-ce que les 450 $ qui restent, est-ce que c'est ce qui reste dans la poche avant impôt ou est-ce qu'il y a des frais à déduire de ces 450 $ qui restent? Ben, c'est 450 $ net avant impôt. Mais en immobilier, il n'y a pas grands impôts à payer. Là. Est-ce que ça répond à ta question, Miguel? Alors, si en plus vous utilisez l'amortissement et tout, à la fin de l'année, il reste presque tout. Là. C'est au moment où vous allez revendre que vous allez avoir les impôts à payer, mais ce n'est pas grand-chose à payer là, les impôts en immobilier. Ce n'est pas le truc qui coûte le plus cher au monde. Ce n'est pas comme des revenus de salaire. Là. Ça coûte super cher en impôts, mais l'immobilier, ça ne coûte pas très cher. En fait, si je pourrais juste peut-être poursuivre sur ce que Miguel mentionnait, c'est parce que aussi, quand on parle de net, c'est parce que les taxes municipales et scolaires sont assumées par l'occupant. Là, on l'inclut dans le loyer. En fait, moi, ma formule est super simple. Je regarde le revenu, je regarde ce que j'ai à payer, mon capital intérêt, mes taxes municipales, les taxes scolaires et mes assurances d'habitation. Puis, avec tout ça, je m'assure d'avoir un ratio de couverture de la dette, c'est-à-dire un loyer là, de 30 à 40 % plus élevé que mes dépenses. C'est ça, parce que dans le fond, l'investisseur, tout ce qui est assumé, c'est l'hypothèque. L'hypothèque, la taxe municipale, les taxes scolaires et l'assurance d'habitation. C'est 4 choses qu'il y a à payer. Le locataire, lui, il va s'occuper de l'entretien puis de la propriété. D'autres choses, Georges, je voulais voir dans comment, je sais que bon, c'est peut-être moins courant, mais dans une propriété à revenu, un exemple, un duplex, que tu ferais un achat-rachat, le loyer, par exemple, du locataire, c'est payable à l'investisseur. Oui, tout à fait. Et ça fait partie là, du tout à fait. Mais ce n'est pas un créneau que. Je rencontre très peu de clients qui sont dans cet état-là. Là. C'est assez rare. J'en ai vraiment eu très peu. Là. C'est souvent, presque à 95 %, 90-95 %, c'est des propriétaires occupants dans un unifamilial. Que j'aime pas trop ça quand il commence à y avoir des locataires. Là. Je l'ai déjà fait, là, mais j'aime pas trop ça. Là. Et puis, j'aime pas leur laisser le loyer non plus dans les mains. Là. Non, c'est ça, mais un duplex où c'est propriétaire occupant puis l'autre, il est loué. Bien, Marco, pour répondre à ta question, dans le fond, c'est que donc le propriétaire qui va devenir en location-achat, bien, assurément, lui, ça va juste coûter moins cher parce qu'il y a là. Mais c'est sûr que l'argent n'ira pas à lui. Le duplex n'est plus à lui. Mais c'est juste que ça va lui coûter moins cher à tous les mois. On est là, dans le fond, tu sais, il faut voir ça un peu comme si on était des prête-noms temporairement, le temps de régler une situation pour le client puisse mieux revenir après ça puis rentrer à la banque par la grande porte et non obligé d'être supplié là, pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on aide, dans le fond, à faire pour éviter que les gens perdent toute l'équité sur leur propriété. C'est pour ça que j'adore ce programme-là. Je suis jalouse à chaque fois de Jacques qui ait pensé à ça. C'est tellement en lien avec ma business. Moi, juste d'aider du monde de cette façon-là, j'adhère à la façon que Jacques le fait. C'est pas tous de la même façon que c'est fait aussi non plus dans le marché. Il faut faire attention. Moi, j'ai de la misère avec les 5 % de mise de fonds parce qu'on le sait que
moi, je pense qu'à la fin, l'objectif, c'est de pas vraiment aider le client là, quand on fait ça. Ben, 5 puis tous les frais, puis tout ce qui va autour, c'est comme si vous donnez le 5 puis qu'il allait disparaître. Puis même vous, vous allez le recevoir, puis il va disparaître. Tu sais, ça Ouais. part chez le notaire, ça part ses pénalités à la revente, ça part, Ouais. les J'ai vu frais d'acquisition. Oui, j'ai vu combien de personnes, des fois, ne pas avoir regardé le dossier de crédit adéquatement, où on se ramasse avec 2 faillites, puis on le sait que le client ne sera jamais bancaire. Puis le client, ça fait déjà 4 ans qu'il paie un loyer, pensant qu'un jour, il va racheter. Fait que je trouve ça bien triste. Après ça, on a Marc, je crois qu'il a levé la main. Marc a une question. Oui, en fait, ma question, c'est comment est-ce que tu définis le prix de rachat au client? Ouais, ben, oui, vous me demandez des règles, mais vous pouvez définir les propres, les vôtres. Hein. Il n'y a pas de règle universelle. Ben, moi, ce que je fais, c'est que dépendant de comment ça va l'inflation, là, je vais augmenter le prix de la maison avec l'inflation ou quelque chose proche de l'inflation. Là. Fait que dans les dernières années, j'ai souvent fait 2 mais là, je vois que le prix des maisons va beaucoup augmenter, que ça se peut que j'augmente un petit peu le pourcentage. Je pourrais peut-être être à 3 ou à 4 là. Mais ça reste. C'est vous qui déterminez ça avec votre client. Là. Ça reste libre. Moi, ce que je prévois, c'est un montant de loyer qui va me donner du cash flow. Puis après ça, je revends la maison avec un pourcentage supérieur avec les années qui passent. Puis ce que j'ai déjà fait dans le passé, j'avais des contrats où j'avais une augmentation de 2 par année, la première, la deuxième, puis la troisième année. Puis la dernière, après ça, si on devait avoir un 4 ans puis un 5 ans après, ben là, je mettais 4 ou 5 d'augmentation parce que je veux stimuler le client à se dépêcher à acheter la propriété. Là. Pour moi, c'était comme un incitatif à ce qu'il fasse ce qu'il a à faire pour acheter la propriété. Parce qu'il y en a des fois, ça devient comme un petit peu confortable, ils restent dans ce qu'ils sont. Là. Le crédit ne se rétablit pas, ils ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Là. C'est un peu comme au mois de janvier, quand les gens s'inscrivent au gym. Peut-être que cette année, ce n'était pas possible, mais les gens ils s'inscrivent au gym, puis après ça, ben, ils y vont un petit peu, puis après ça, ils arrêtent d'y aller. C'est un peu la même chose avec le crédit. Alors, c'est pour ça que j'aime travailler avec Carole, parce qu'avec Carole, elle va faire le suivi après. Puis comme il y a un suivi et qu'ils doivent se rapporter à chaque mois, ben, ils font quelque chose. Sinon, ben, ils retombent dans des très mauvaises habitudes. Je confirme. J'ai une question, Jack. Admettons que la personne, après 18 mois, il décide d'acheter sa maison et donnant les 10% de la mise de fonds. Il est obligé de passer par la SCHL aussi, non? J'imagine. Ben oui, tout à fait. Là. OK. Tout à fait. Puis ça se fait très bien en plus. Je l'ai fait plusieurs fois. Là. Si vous voulez, on pourra vous donner des contacts à la banque CIBC. Il y a des gens là-bas qui comprennent comment ça fonctionne, puis ils acceptent les contrats qu'on fait avec notre avocat. Donc, ça permet aux clients après ça de racheter. Mais il y a plein de choses à vérifier avant. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Si vous vous improvisez à faire ça, vous risquez d'avoir des mauvaises, comment on appelle ça? Des mauvaises expériences. Expériences, oui. Ouais. Des mauvaises, ça risque de ne pas tourner peut-être comme vous voulez. Là. C'est important que la mise de fonds elle soit vérifiée, qu'elle soit documentée, qu'on sache d'où elle vient, que ça ne vienne pas du ciel, que ça ne vienne pas du crime organisé, que ce ne soit pas du blanchiment d'argent. Autant pour vous, c'est important de vérifier ces choses-là, parce que vous n'avez pas envie de travailler avec des gens où l'argent, c'est pas légal. Là. On ne va pas se mettre dans le pétrin avec ça. C'est toutes des choses à vérifier. Puis quand les clients vont retourner à la banque, ben, ça va être revérifié, ces choses-là. Il faut que ça soit documenté, mais il faut que ça soit vérifié de votre part. Sinon, vous arrivez à la fin, puis ça va être le chaos à la fin. Là. Puis là, ça se peut que l'autre personne ne soit vraiment pas contente. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà prêté 20 $ à quelqu'un qui ne vous l'a pas rendu? Hein? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Bon, 25, je dis un montant, mais ça peut être n'importe quel montant. Là. Puis, quand c'est le temps de vous le rendre, qu'est-ce qu'ils vous disent? Hein? J'ai pas d'argent. Disponible. Ils se défilent, ou ils trouvent des raisons pour vous payer, ou ils vont carrément vous dire ben toi, tu en as de l'argent, tu n'as pas besoin de te le rembourser. Ça, c'est l'insulte suprême, à mon avis. Puis, en location achat, ben, c'est comme si c'est des étrangers, ben, ça risque beaucoup de vous arriver. Et là, quand ça va au tribunal, après ça, on ne gagne pas souvent au tribunal, je peux vous le dire.
C'est mieux d'avoir des bons contrats, travailler avec les bonnes personnes, puis d'être vraiment blindé dans vos contrats. J'en ai fait des erreurs au début. Hein. Ça m'a coûté cher, les erreurs. C'est sûr que si vous voulez faire des dossiers avec moi, ça va me faire extrêmement plaisir, mais au moins, je vais vous éviter de faire ces erreurs-là, qui coûtent très cher. Qui coûtent cher en avocat, qui coûtent cher en temps, qui t'empêchent de dormir, puis que des fois, il faut que tu rembourses les clients après. C'est plus intéressant. Et je peux en témoigner, ça m'est arrivé 2 fois. Puis il y a encore un client récemment qui s'est arrivé, là. C'est le vieux contrat, puis là, il est allé au tribunal, puis je ne sais pas comment ça va tourner pour lui, mais le client a eu une petite créance, puis les juges, j'aime pas vraiment tellement ça. Là. Je vous dirais que, je ne sais pas si vous connaissez Idriss Aberkan, il nous dit souvent que dans n'importe quelle innovation, là, il y a 3 phases qui existent. Allez, on va se donner 2 exemples. Là. On va commencer par aller sur la Lune. Il y a très longtemps, là, c'était complètement ridicule de penser d'aller sur la Lune. Puis après ça, on a décidé d'y aller. Puis là, c'est devenu très dangereux. Puis là, maintenant, c'est rendu évident. Là, je pense que bientôt, on va envoyer du monde sur Mars. Puis ça va être une nouvelle expérience, mais on va trouver ça de plus en plus évident. Il est arrivé la même chose pour le vote des femmes. Là. Au début, c'était ridicule. Après ça, c'est devenu dangereux. Puis là, plus personne ne remet ça en question aujourd'hui. Je dirais que c'est la même chose pour l'allocation achat. Là. Quand j'ai commencé, c'était complètement ridicule. Là, maintenant, c'est dangereux. Puis un jour, là, ça va devenir comme une évidence faire des choses comme ça. Là. Mais là, on est dans la phase encore que quand on va au tribunal, les juges n'aiment vraiment pas ça parce qu'ils ont l'impression que c'est tout un stratagème qui est monté pour voler l'argent des clients. C'est pas ça notre intention, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça là, actuellement. Jacques, on a Jean-Guy qui lève la main. Vas-y, Jean-Guy. Oui, Jacques, j'entends beaucoup de location et option d'achat à court terme, mais est-ce que tu en fais à long terme? Puis si tu en fais, est-ce qu'il y a avantage? Oui, j'en ai fait un. Là. J'en ai fait un pour 25 ans. Là. OK. Et l'avantage, il y avait beaucoup de différences dans ce que tu as fait? Non, c'est sensiblement les mêmes choses. Mais là, à ce moment-là, je vais prendre un client qui a un extrêmement bon crédit. Puis j'ai pris quelqu'un qui avait une très, très grosse mise de fonds. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de demander un prêt sur la propriété puis de le payer après avec le loyer que je reçois. Là. Lui, j'ai changé un petit peu le contrat, par contre. J'ai demandé de me payer juste un loyer qui me sert à payer mon prêt hypothécaire, puis le surplus, je le garde. Puis quand je reçois les comptes de taxes municipales et scolaires, c'est lui qui les paye. J'envoie la facture, il me donne l'argent, puis je paye les taxes. Et est-ce que tu fais l'ajustement du loyer en fonction de ton changement de taux d'intérêt quand tu fais le renouvellement ou etc.? Non, je me suis laissé beaucoup de marge. Puis de toute façon, je me dis qu'avec le temps, mon solde hypothécaire, lui, il descend. Que j'ai de moins en moins d'intérêt à payer quelque part. Là. OK. Merci. Non, je n'ai pas vraiment fait d'ajustement là-dessus. Puis en plus, les taux d'intérêt, ils ont baissé. Alors, si j'avais fait un ajustement, j'aurais baissé mon prix de loyer. Là. Exact. Là, je suis prêt à supporter l'augmentation sans problème. Là, ça va bientôt faire 5 ans que j'ai ce client-là avec moi. Là, puis il me réfère plein de monde après. Là. Super, merci. Jack, question. Quand tu as parlé tantôt que tu peux acheter une propriété sans donner la mise de fonds et qu'en autre de tes réponses, tu disais que tu cherches si la maison a une certaine équité. Ça veut dire que le propriétaire, à cause de sa cote de crédit, il n'est pas capable de refinancer sa maison et là, cherchant l'équité par lui-même. Et tu peux le faire. C'est ça qui se passe dans la location-achat, dans l'achat-rachat. Mais là, peut-être, là, je ne sais pas si tu me parles du client propriétaire ou tu me parles de toi qui pourrait être un investisseur. Non, admettons que le client est dans un problème. Le propriétaire de la maison a un problème avec sa paye de l'hypothèque. Mais il a une certaine équité. Donc, tu as dit que pour racheter sa maison, tu vois l'équité de la maison de la personne qui est dans les troubles. Ça veut dire que cette personne, elle ne peut pas racheter, à refinancer son hypothèque et avoir accès à son équité lui-même. Supposons que tu as un client qui a eu un préavis d'exercice de la banque. Ça veut dire qu'il y a un défaut. Là. Tu sais, les clients, quand on fait une hypothèque, on a toute une série d'obligations. Là. À partir du moment qu'il y a l'obligation que tu ne remplis pas, tu es en défaut. La banque, elle va t'envoyer un préavis d'exercice. Hein. D'accord?
Oui. Alors, une fois que tu as un préavis d'exercice, là, il n'y a plus aucune banque qui te finance, hein, que tu es comme coincé. Là. Fait que soit qu'il va falloir que tu passes par un prêt privé, puis si tu peux passer par ce chemin-là puis redresser le crédit rapidement, tu vas retourner dans une banque dans quelques mois. Ça peut être 3, 4, 5, 6 mois. Mais si tu as eu 1, 2 ou 3 retards de paiement hypothécaire dans les 2 dernières années, il n'y a aucune banque qui va te financer. Fait que ça va être le genre de client qu'on on va acheter sa propriété, on va lui louer, puis dans 2 ans, il va être en mesure de racheter la propriété. Parfait. Et quand tu dis que tu cherches à la quitter de sa maison, ça veut dire que tu peux demander un refinancement de l'hypothèque à ton nom et sans mise de fonds. Comment ça c'est nébuleux pour moi. Oui, c'est la partie nébuleuse. Hein. On dit ça souvent se que c'est passe? impossible d'acheter une maison sans mise de fonds, ça on le dit souvent. Hein. Oui, tu viens de le dire, tu as dit, ça a rapport à la quitter de la maison, j'imagine. Ça veut dire que tu peux demander un refinancement de l'hypothèque à ton nom et aller chercher à l'équité de la maison et avoir un montant. On peut faire ça? Ben, on peut le faire, mais la technique, elle reste quand même un petit peu plus complexe que ça. Là. Oui. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on utilise un prêteur privé. Alors, on achète la propriété avec un prêteur privé. Fait qu'on l'achète vraiment en dessous de la valeur marchande, comme ça peut être 75% de la valeur marchande. Puis, quand ça fait 3 mois que tu es propriétaire, il y a des institutions financières, et là, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est pas tout le monde qui le fait. Tu peux aller à la banque, puis demander de refinancer la maison à 80% de sa valeur marchande après 3 mois que tu l'as acheté. Donc, si tu as acheté une propriété de 300 000, tu l'as acheté 200 000, par exemple, le prêteur privé va te prêter le 200 000 pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, tu vas être capable de la refinancer à la banque pour 240 000 $. J'ai même vu des investisseurs, au fil de ça, de ressortir avec leur profit immédiatement dans leur poche au début du projet. Après, c'est plus payant, là, mais tu as tout l'argent immédiatement tout de suite. Fait que c'est une façon de faire. Mais pour ça, il faut trouver les aubaines, puis on les trouve quand on fait achat-rachat. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui a envie de savoir c'est quoi le plus gros défi, là? Faire de la location achat? Parce que juste comme ça a l'air tellement facile. Là. Donc, c'était quoi le plus gros défi, faire de la location achat ou achat-rachat? Marc, je vois très, très, très bonne question, Marc. C'est quoi le plus gros défi? Le plus gros défi, là, c'est tu vas dans mon prospecteur, tu cherches les propriétés, tu les trouves. Jusque-là, c'est assez facile. On peut assez facilement les identifier. Mais le plus gros défi, après ça, ça va être de contacter le client, puis après ça, d'avoir un rendez-vous avec, puis de le persuader ou de faire valoir que ce que vous avez comme solution, ça va être la bonne pour lui. Alors, pour ça, il faut arriver à s'asseoir à table, puis après ça, convaincre le client que vous n'êtes pas là pour lui voler sa maison. Je dirais que c'est le plus gros défi, là, c'est de convaincre votre client que vous avez une bonne solution, puis qu'en lui rachetant sa propriété, il n'est pas en danger. Je pense que c'est le point le plus critique. Là. Quand vous avez passé cette étape-là, il y en a encore d'autres défis après. Ça va être le financement et toute la structure à mettre en place. Mais je dirais que le plus gros, là, c'est celui-là au début. Là. Puis c'est pas parce que le client il est en péril qu'il va forcément accepter de vous la vendre, la propriété. Ça se peut qu'il attende trop longtemps ou tellement longtemps qu'il va finir par la perdre, la maison. Je dirais que c'est le plus gros défi. Ça va être vos techniques de vente, vos techniques d'approche, de persuasion, et puis que la confiance s'installe avec les clients. Surtout, c'est l'empathie, non? Parce que j'imagine que la personne se sent coincée, désespérée, il ne fait pas confiance à personne dans une situation pareille. J'imagine que ça doit être très, très délicat pour aborder la personne. Je te dirais même, c'est plus profond que ça. Je dirais même que les gens ils sont en situation de crise. Et comment tu réagis, toi, quand tu es en situation de crise? Et je n'ouvre pas la porte à personne, je ne pense pas, je ne réfléchis pas, et je me bloque, je pense que tout le monde va voler l'argent précisément. C'est ça. Et Quand on est en danger, on fait 2 choses quand on est en danger, 3 choses quand on est en danger. Là. Soit on va se cacher, là, puis on ne répond pas à personne, comme tu dis, on n'ouvre pas la porte, puis on ne fait pas confiance en personne. D'autres, on va se sauver carrément. T'sais. Puis il y en a d'autres qui vont te fighter, ils vont te rentrer dedans, puis ils vont t'engueuler ou c'est les 3 types de réactions qu'on va avoir. Mais là, il faut que tu arrives à changer cette peur-là en une relation de confiance. Hein. Et c'est là que c'est le plus difficile. Hein.
Et je vais vous donner un petit truc, là. Si vous arrivez à rentrer dans une maison, puis que les animaux dans la maison, ils vous aiment, là, ben, vous avez presque gagné avec le propriétaire. Ça fait du sens, hein? Parce que les animaux, ils sentent ça, nos vibrations, là. Fait que si vous arrivez avec une bonne vibration dans une maison, là, les gens ils vont vous écouter et ils vont vous faire confiance. Mais si vous arrivez là, puis là, tu barrasses tout partout, puis là, ouais, mais là, ta maison, ça n'a pas d'allure, puis tout ça, ben, ils ne vous écouteront pas, ils vont juste vont vouloir vous flusher puis que vous sortiez le plus vite possible de la maison si vous avez réussi à rentrer. Hein. Il y a une autre chose aussi, je pense, qu'il faut considérer, c'est que les gens qui sont déjà en problème sont très sollicités par soit des gens qui vont venir cogner à leur porte, soit beaucoup de courriers qu'ils vont recevoir de différents gens qui vont devoir racheter leur maison, financement deuxième chance. Donc, ça devient un peu difficile pour eux aussi de voir à qui ils doivent faire confiance. Donc, ça, c'est aussi un élément à considérer lorsqu'on approche les clients. Ben, le plus gros défaut du prospecteur, c'est d'arriver là-bas puis de penser juste à vous, puis d'agir comme si c'était juste à votre bénéfice. Hein. Y a pas grave. Moi, quand je vais dans un magasin puis le vendeur il pense comme ça, je déguerpis, je m'en vais. Là. Mais moi, je veux avoir accès à un vendeur ou à un représentant ou à quelqu'un qui est là pour me donner une solution, mais qui est là pour régler mon problème à moi. Là. Si tu me parles de toi, ça ne m'intéresse pas. Là. Je veux que tu me parles de moi et comment tu résous mon problème. Que quand vous allez chez quelqu'un, ça doit être l'optique que vous avez, c'est de voir quelle solution vous allez apporter à votre client pour le sortir de la situation qui est pas agréable pour lui. Là. Que si vous avez des solutions pour des clients qui vont résoudre leurs problèmes, ben, vous allez avoir beaucoup de clients puis vous allez même faire beaucoup d'argent comme ça. Jacques, on a une question d'Alexandre. Allô, allô. Oui, c'est une question, c'est par rapport à… Imaginons qu'on trouve sur mon prospecteur une maison, ok, le client, il a un préavis, donc il va perdre sa maison. On lui fait une offre, mais comment être sûr que finalement, si on rachète la maison pour lui louer, pour qu'il puisse la racheter, ben, déjà, s'il a des problèmes financiers, comment est-ce possible qu'il puisse nous verser les 5% ou 10%, enfin une mise de fonds alors qu'apparemment, il n'a pas forcément d'argent pour payer son loyer ou comment il va restructurer, enfin, je sais pas, il faudra établir un plan financier ou, enfin, je sais pas. C'est en fait que je comprends pas trop. Là, tu nous parles d'un cas où on est en location achat, peut-être? Là, ou... Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mauvais crédit et il veut louer pour acheter éventuellement? Là? C'est ça la question? Non, mais parce qu'en fait, le principe, c'est par exemple, on trouve un bon deal. Oui, tu m'as parlé de mon prospecteur tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, on rachète, donc on rachète la maison. Et en fait, l'idée, c'est de proposer à la personne qui a perdu la maison écoute, je suis pas là pour te voler la maison, etc. Je vais la racheter et après, toi, à ton tour, tu peux racheter ta maison. C'est pas ça le principe? Oui, le principe, c'est ça, mais c'est Jacques, une très mauvaise approche, je dirais. Oui, je vais me permettre de clarifier la question de Alexandre. Alexandre, si j'ai bien compris, c'est que tu cherches un deal sur mon prospecteur et tu as trouvé un client qui est en défaut de paiement. Oui, voilà, c'est ça, exact. Ce client est en défaut de paiement et il y a de l'équité sur la maison. C'est ça que tu es en train de dire. Oui. OK. Et tu veux savoir, mais comment c'est possible qu'une personne qui est en défaut de paiement, qui a de l'équité sur sa maison, mais qui n'a pas de crédit, on puisse lui faire une location et ensuite il la rachète à la fin du terme. C'est bien ça que tu dis? Oui, c'est ça, ouais. OK. Jacques, est-ce que tu as compris la question? Oh, ben là, oui, celle-là, elle est limpide comme de l'eau, de source. En fait, il y a des moments quand on est dans une situation, là, puis qu'on est capable de se projeter dans un autre moment dans le temps, puis on sait qu'on est capable de redresser ce crédit-là. Là.
Ce n'est pas parce qu'on a un mauvais crédit une fois dans sa vie qu'on a un mauvais crédit tout le restant de sa vie. Là. Alors, c'est pour ça que c'est important de travailler avec Carole, qui va être capable de nous donner sa situation d'aujourd'hui, puis qu'est-ce que le client il doit faire pour redresser sa situation. C'est quoi le plan? C'est quoi la stratégie qu'on va faire? Puis quand tu vas aller voir un client, puis tu vas lui expliquer toute la stratégie, là, puis qu'il va dire c'est beau, je peux encore habiter dans ma maison, parce qu'il va te l'exprimer qu'il veut rester dans sa maison. Ben, tu vas être capable après ça de faire toute la transaction au complet, puis à la fin, son crédit est redressé, qu'il va être capable de le racheter. Alors oui, on peut être en défaut de paiement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de liquidité, que ça ne va pas bien là, tout le temps. Là. Ça peut être juste à un moment donné que ça ne va pas bien. Là. Imaginez-vous, là, on est en 2021, on est au mois de mai, puis vous avez un remboursement, un renouvellement hypothécaire au mois de septembre, puis que là, vous perdez votre emploi, puis là, vous êtes à bout de vos ressources, puis là, vous manquez un paiement là, maintenant. Là. Bien, ça se peut qu'au mois de septembre, on ne vous renouvelle pas. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas renouvelé? Là? Il n'y a pas d'autres institutions financières qui vont vous renouveler non plus, et que vous êtes coincé. Là. Il faut vous sortir de là. Ça prend soit le prêteur privé ou soit cette solution-là d'achat-rachat. Jacques, pour faire juste un petit peu de millage sur ce que tu dis et ce que disait Alexandre, pour le bénéfice de la compréhension, ça veut dire que ton client, tu as trouvé un deal sur mon prospecteur, quoi qu'il en soit, qui est en défaut de paiement, qui a liquidé sa maison. La première chose que tu regardes dans ton investisseur, c'est le profil du client et s'il est solvable. Je regarde s'il a une capacité de payer. Oui. Je regarde si son crédit est redressable. Oui. Puis, je vais regarder surtout aussi si c'est la garantie que je prends. J'ai assez de jeu dedans. Si je suis capable en plus de payer les dettes du client puis de baisser ses paiements, là je suis très confortable. Là. Et j'adore ça quand je suis capable de baisser les paiements du client d'au moins 500 $. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des réductions de paiement de 1 500 $, même 1 700 $. Ouais. Donc, je me dis que le client, quand j'ai compressé ses dettes et que ses paiements sont plus petits, puis qu'il arrivait pas mal avant, puis qu'après ça, j'ai diminué beaucoup ses paiements, je me dis, il va être capable de payer. Là, vous comprenez? Absolument. Alexandre, est-ce qu'on a répondu à ta question? Ouais, merci beaucoup. Moi, je ferais un dernier petit stretch là-dessus. Monsieur Alexandre, des fois, ce qui arrive aussi, c'est que c'est vrai que les gens sont rendus en préavis d'exercice, mais souvent, ces gens-là sont allés à la banque avant pour faire un prêt consolidation de dette pour aller payer des cartes, des marges avec du 19 %. Et la banque a refusé parce que le dossier de crédit n'était pas bon. Puis évidemment, là, on connaît toute l'histoire. Après ça, le domino part et le client se ramasse en préavis d'exercice. Donc, votre question, puis c'est celle que j'entends de tous les investisseurs, ouais, mais comment le client va faire pour me payer? Mais un coup qu'on a payé ses marges de crédit, ses cartes de crédit, puis un paquet de choses qui est à du 19, parfois même du Fairstone à du 32 %. Alors, est-ce que le client, on est en train de l'aider pour vrai maintenant, complètement? On a payé toutes ses cartes de crédit, les prêts Fairstone et compagnie. Alors, c'est pour ça qu'on est capable de baisser de façon considérable la mensualité, là. Puis ça devient avantageux d'être en location achat. Oui, puis des Donc, fois, même le client... capable d'aller... Oh, excuse-moi, Jacques. Vas-y. Donc, il serait même capable d'aller chercher une mise de fonds pour quand il va racheter, si je comprends la façon qu'on m'explique. Là. Il n'y aura pas besoin de mise de fonds, en fait. Vraiment, là, on est rendu dans de la mécanique un peu plus compliquée, là, mais à la fin, il n'aura pas vraiment besoin de mise de fonds parce que c'est déjà prévu dans son contrat avec lui. Là. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà de l'argent. Okay. Donc, ça, de ce point de vue-là, ce n'est pas très difficile. Là. Jacques, on a d'autres questions. On a Gilbert et ensuite Mélanie. Puis, il nous reste, je crois, une dizaine de minutes aussi. Ouais. On va essayer de respecter le temps. Absolument. Gilbert, vas-y, pose ta question. Moi, je ne comprends pas la différence entre location-achat et achat-rachat ou rachat-achat. Très, très simple. Location-achat, c'est quelqu'un qui est locataire, qui n'est pas propriétaire puis qui veut devenir propriétaire. Il va faire la transition en devenant locataire, en faisant des paiements, puis éventuellement en achetant la propriété. Achat-rachat, il est déjà propriétaire, on lui achète sa propriété, puis il nous promet de nous la racheter. On lui achète, puis il nous la rachète. OK, moi je l'avais à l'envers. Parfait, c'est bon. D'accord? Merci beaucoup. Excellent. On a Mélanie. Et après, on aura Annie. Oui. Ben, moi, c'était peut-être aussi pour faire suite. C'était Alexandre, je pense, qui avait posé la question là, sur son.
disais, le 5 le client le prend où? Mais quand tu es en achat-rachat, c'est l'équité. Il n'y a pas besoin de mise de fonds. Dans le fond, je pense que c'est peut-être ça aussi sa question. Là, c'est l'équité de la maison quand tu es en achat-rachat. Fait que le client, même s'il est en problématique, tout ça, c'est l'équité qu'on prend pour faire l'achat-rachat et non pas un 5 de mise de fonds. Super. Merci Mélanie. On a Annie qui avait une question. OK, ça marche. OK, j'avais une question concernant la location option achat. Comme si, mettons, moi, j'ai un duplex, par exemple, puis je veux faire une location achat à quelqu'un qui veut l'habiter en vue de l'acheter plus tard. Comment ça fonctionne? Comme, tu sais, ce matin, moi, je dis, OK, chaque duplex, il y en a un, je vais charger 1300, puis l'autre, je vais charger 950. Mettons, je sais pas, moi, celui qui veut être le futur propriétaire décide de prendre celui qui est à 1300, puis il dit, moi, éventuellement, j'aimerais ça l'acheter, ton duplex. Donc, je vais faire une location avec option d'achat. Mais comment ça fonctionne au niveau du paiement? Je mets-tu comme une partie en fiducie, en vue qu'il atteigne le down payment pour l'acheter au complet, ou comment ça fonctionne? Ça, c'est clair, on ne va pas mettre d'argent dans une fiducie. Là. Ça, c'est la première des choses. Là. Ce que vous voulez, c'est d'avoir l'argent tout de suite. Mais Annie, la première chose là, à voir, là, c'est est-ce que ton client avec qui tu vas faire ça, est-ce qu'il y a un dépôt à te donner? Est-ce qu'il va te donner de l'argent pour avoir une option d'achat? Parce que moi, je ne fais pas de location achat avec quelqu'un qui ne me donne pas d'argent. Pour moi, c'est un locataire, c'est fini. Là. Je n'ai pas de compromis avec ça. Là. Tu veux l'acheter plus tard, tu me l'achèteras quand le prix que ça vaudra plus tard. Là. Si tu veux encore lui vendre. Là. Parce que sinon, c'est juste un locataire. C'est pas un locataire avec option d'achat. Il n'y en a pas d'option. Donc, pas d'option, locataire. Ça, c'est la principale erreur que font beaucoup de gens, c'est de faire une location achat, de s'engager sur un prix futur, puis il n'y a pas d'argent qui a été laissé. Là. Si comme cette année, là, il y a une grosse augmentation des prix, là, c'est qui le perdant? Là? C'est qui le nono? Là? Ouais. C'est le propriétaire. Il faudrait qu'il donne déjà un bon dépôt en voie de me dire, écoute, regarde, je vais l'acheter, donne-moi 2-3 ans. Ou c'est ça. Puis en plus, il est responsable de l'entretien. OK, c'est bon. Fait que là, toi, tu lui as dit, moi, je vais te le vendre tel prix, telle date, d'ici telle date. Mais entre-temps, tu me payes un prix de loyer supérieur au prix du marché. Puis en plus, tu entretiens la maison. Sinon, c'est de la location tout simplement. Là. Jacques, il reste 5-6 minutes avant de terminer. Il y a Marco qui a encore une question. Je pense que c'est la dernière qu'on prendra. Marco, si tu veux y aller. En fait, non, c'était peut-être juste en complément, parce que aussi pour que les gens comprennent location versus achat-rachat. Parce que dans les différents produits que Jacques, que tu offres, évidemment, on a des conciliations de dette. Donc, ça veut dire que dans l'achat-rachat, quand on analyse le client, il y a tout l'aspect conciliation de dette versus correction du crédit, j'imagine qu'au moyen terme, qui est à considérer ici. Oui, en fait, c'est une solution que je qualifierais de holistique. Là, fait qu'on va regarder le dossier dans son intégralité. Fait qu'on va regarder les revenus, on va regarder le crédit. Fait que des fois, c'est des travailleurs autonomes, là, ou c'est un nouveau travailleur autonome. Il n'y a pas tous ses revenus ils ne se qualifient pas à la banque parce que des fois, à la banque, on va regarder les 2 années antérieures de revenus. Fait que ça, je l'ai déjà fait aussi. Le client met 10 % de mise de fonds, il a eu une bonne occasion, il a une bonne maison. Les revenus qu'il a déclarés, c'est juste l'année dernière. Puis on voit bien que l'année suivante, ça va être bon, qu'il va être capable d'aller à la banque. Ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder. Là. Fait qu'on va regarder le crédit. Après ça, est-ce qu'on est capable de le redresser, le crédit? Est-ce qu'on est capable de consolider les dettes, de baisser les paiements, de faciliter les choses du client? Est-ce qu'il va avoir un plan pour redresser le crédit et d'être capable de racheter dans un univers pas infini, mais assez proche là, de 2 ans ou de 3 ans? C'est tous les aspects qu'on va regarder.
puis s'assurer aussi d'avoir un très, très bon contrat. Et quand vous avez tous ces aspects-là qui sont connus, calculés, maîtrisés, ben, vous rentrez dans une structure de financement qui est sécuritaire. Puis c'est important de vous mettre dans une situation sécuritaire. Vous comprenez? On ne fait pas des locations achat, pas de mise de fonds. On ne fait pas des locations achat avec 5 % de mise de fonds avec un dossier de crédit tout croche. Ça va mal finir. Puis je vous dis, quand ça finit mal, ce n'est pas super agréable. Voilà. Excellent, merci Jacques. Alors, Carrefour Immobilier, en fait, c'est une école de formation en prospection immobilière. Ce qu'on vous apprend, c'est comment faire de la pêche de clients, comment trouver des clients sans forcément aller cogner aux portes. On vous apprend comment faire de la publicité, comment faire l'approche avec les clients, comment arriver à s'asseoir à table puis négocier avec les clients, puis faire toute l'approche humaine, hein, parce que l'immobilier, ce n'est pas une affaire de chiffres. Là. Si on vous dit que l'immobilier, c'est juste une affaire de chiffres, ce n'est pas vrai. C'est aussi une affaire d'être humain. Qui vous connaissez, votre approche, comment vous allez être capable de résoudre, d'écouter, d'avoir de l'empathie, puis de résoudre les problèmes des gens. C'est là que vous allez vous allez être un prospecteur à succès. Alors, c'est ce qu'on vous apprend. Puis Raphaël, c'est coach aussi chez Carrefour Immobilier. Puis Raphaël, il fait tout le suivi régulièrement avec vous là, pour voir où vous en êtes, puis s'assurer que vous avez des objectifs qui soient clairs, réalisables, avec des activités à faire à chaque semaine pour que vous soyez capable d'arriver à votre liberté financière. Parce que c'est la chose que cherchent la plupart des gens, c'est d'atteindre la liberté financière. Puis la liberté financière, ben, ça se réalise rapidement seulement qu'en se concentrant sur le cash flow. Alors, si la détention à long terme d'immeubles à multilogement, c'est bon pour le futur, pour votre retraite dans le futur, mais immédiatement, ça apporte très peu ou très peu de cash flow. Tu voulais dire quelque chose, Raphaël, avec ton chat? Oui, j'ai mon chat qui vient nous rendre visite. Merci pour la présentation de ce matin. J'espère que ça vous a tous éclairé un petit peu sur ce qu'est la location achat et l'achat-rachat. Donc, pour complémenter un peu ce qu'a dit Jacques, c'est que vous avez normalement tous accès, si vous êtes là, c'est que vous avez tous accès au club des prospecteurs. Le club des prospecteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'informations déjà à l'intérieur. Si vous voulez en savoir plus sur la location achat, on a une formation qui est en ligne, que vous pouvez consulter sur le site internet de Carrefour Immobilier. Et si vous voulez également en savoir plus sur comment est-ce que vous pouvez vous faire accompagner pour faire des locations achats ou des achats-rachats, il y a mon calendrier qui est dans le chat, donc vous pouvez prendre un appel avec moi, ça me fait plaisir de vous expliquer comment on fait. C'est super. Merci Raphaël. Bon. Et le mois prochain, on va inviter Carole. Le mois prochain, on parlera juste de crédit, Carole. Okay. Là, vous êtes membre du Club des prospecteurs. Vous allez recevoir encore le mois prochain une prochaine invitation. On va refaire un salon comme ça et on va publier cet enregistrement-là dans la section des webinaires gratuits. Vous devez, peut-être que vous êtes abonné ou pas, mais si vous ne l'êtes pas, écrivez à Raphaël. Tu veux écrire, Raphaël, ton adresse de courriel? Oui, alors, sûr. Si vous n'avez pas accès au webinaire gratuit, envoyez un courriel à Raphaël, il vous donnera un accès à cette section-là. Puis vous avez quand même plusieurs centaines d'heures de vidéos, de webinaires qui sont disponibles sur la plateforme. Et voilà. Alors, si vous souhaitez devenir des prospecteurs et vous voulez atteindre la liberté financière, on a justement la bonne équipe pour ça. On est très, très orienté sur la pratique, très peu sur la théorie, mais plus sur la pratique. Et puis, je pense qu'on apprend plus, et c'est pour ça que Raphaël et moi, on a fondé cette école. En apprenant, en faisant, c'est là qu'on apprend le plus. Et en plus, faire les transactions, c'est ça qui est fantastique. Sur la pratique et surtout sur les résultats. C'est ça qui est important pour nous. Hein. On peut tout connaître en immobilier. L'immobilier, on a deux choix de le faire. Soit on le fait tout seul, soit on le fait en équipe. Nous, on est convaincus qu'en faisant en équipe, on est plus fort et performant. Donc, si c'est votre souhait, vous aussi, de vous faire accompagner, de le faire en équipe, on va être là pour vous. En équipe. C'est parfait. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais rester encore un petit 5 minutes si vous avez d'autres questions. Puis sinon, je vous souhaite un beau samedi tout ensoleillé, puis profitez bien de votre journée. Merci beaucoup.